Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour. La soirée spéciale de France 2 décolonisation, un concert très spécial sur C8 et encore des nouvelles conséquences en cascade du Covid-19. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? C'est France 2 qui a pris la pole position avec la mini-série événement Le Mensonge avec Daniel Auteuil. Les 2 épisodes inédits ont été suivis par 4,7 millions de téléspectateurs, soit 20,2% du public. C'est un très bon score et quasiment personne n'a zappé entre le premier et le deuxième épisode. Vous nous en parliez, ça faisait 46 ans que Daniel Auteuil n'était pas dans une série télé. Exactement. C'est M6 qui a pris la deuxième place avec la suite de L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand a fédéré 3,7 millions de personnes pour une part d'audience de 17,1%. Sur les femmes de moins de 50 ans, M6 est leader à 26%. Un score en hausse sur une semaine. Et c'est TF1 qui se classe 3e avec du cinéma. C'est assez rare pour le signaler pour un lundi. La chaîne proposait le film Le Volcan. Je vous épargne la prononciation du vrai c'est le titre. moins prononçable islandais. C'est ça, exactement. Donc on va l'appeler Le Volcan avec Danny Boone et Valérie Bonneton. 3,6 millions de téléspectateurs au rendez-vous, soit 15,6% du public. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, TF1 n'a pas à rougir à 21%. C'est mieux que Clem qui occupait la case jusqu'à lundi dernier. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la soirée événement de France 2. Oui, c'est un documentaire important que la chaîne a décidé de proposer en prime time ce soir. Ça s'appelle Décolonisation du sang et des larmes, avec décolonisation au pluriel. C'est un film en 2 parties qui revient sur ce que France 2 qualifie de dernier grand tabou de l'histoire de France, celui de la décolonisation. Un pari audacieux du service public, comme l'a souligné le réalisateur du documentaire, David Corn-Broza, au micro de Louise Bernard. La France a colonisé, la France a décolonisé, et aujourd'hui c'est France Télévisions qui ose produire, diffuser un film pareil. C'est tout à l'honneur du service public. Le grand danger de ces histoires, c'est de vouloir les mettre sous le tapis, de ne pas les raconter. Et ça entretient un passé toxique, un passé qui ne fait qu'envenimer les relations aujourd'hui entre les gens en France. Donc oser diffuser ça en prime time, c'est important. La France n'a pas le beau rôle. On découvre une extrême violence, on découvre des archives, vous allez voir, extrêmement choquantes. Oser raconter l'histoire de la France dans ces territoires en face avec toute la violence qu'il y a eu, c'est extrêmement audacieux. Les 2 parties du documentaire seront proposées ce soir dès 21h05. La première retrace les événements de 1931-1954. Elle souligne notamment la façon dont la Seconde Guerre mondiale va rebattre les cartes de la puissance française sur ses colonies. La seconde recouvre une période plus vaste, celle de 1954 à 2017, pour étudier comment la répression extrêmement violente face au désir d'indépendance a façonné la société actuelle. On a voulu faire ce documentaire parce que la décolonisation a toujours été racontée d'une manière morcelée. On n'a jamais raconté cette histoire de la décolonisation française dans sa globalité. À chaque fois, c'était un peu phagocyté. On racontait l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Indochine, mais à aucun moment on a pris conscience dans le récit de la décolonisation que c'était comme une suite de dominos qui s'effondraient l'un après l'autre. Donc c'est un film qui manquait. Il fallait raconter cette histoire pour comprendre un peu que finalement la décolonisation française, c'est la plus longue guerre de la France au XXe siècle. C'est pratiquement 25 ans de guerre. La réalisation du documentaire a demandé un travail colossal, celui de récupérer les archives déjà. Elles proviennent de Madagascar, du Vietnam, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'armée française qui a ouvert ses archives pour l'occasion. Évidemment, certaines sont en noir et blanc et elles ont été colorisées, une démarche indispensable selon David Corn-Broza. Si on a les moyens de le faire, il faut le faire. Le noir et blanc, c'était une contrainte technique de l'époque. Si les caméramans de l'époque avaient eu de la pellicule couleur, ils l'auraient tourné en couleur. Et je vous assure qu'un visage en noir et blanc ou un visage en couleur, tout change. Une tache de sang en noir et blanc, elle est grise. Lorsque soudain on ajoute la couleur, la violence en ressort malheureusement beaucoup plus et on comprend beaucoup mieux ces images. Vous savez, le noir et blanc, on ne capte que les visages. Lorsqu'on colorise, on capte soudain tout l'arrière-plan. On voit les drapeaux, on voit les tentures, on voit les seconds plans, les arrière-plans. Ça enrichit le film à mon sens. Les 2 parties du documentaire seront donc diffusées ce soir dès 21h05 sur France 2, puis suivies d'un débat animé par Julien Bugier. Et on continue de parler de la programmation de ce mardi soir avec une soirée très spéciale sur C8. Ça s'appelle le Psychodon, c'est un grand concert organisé à l'Olympia qui sera diffusé sur la chaîne et il y aura du beau monde. Thomas Dutronc, Pomme, Dave, Benjamin Biolay, Dadju, Amel Bent, Vita et Slimane, Carla Bruni, Pascal Obispo, Camélia Jordana, Kenji et j'en passe. Dis donc, quelle liste. Voilà, pour expliquer ce qu'est le Psychodon, Louise Bernard a rencontré
rencontrer son créateur. Il s'appelle Didier Meilran, c'est un ancien journaliste qui a notamment écrit un livre sur la maladie de son frère. Le livre s'appelle La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène. Alors le psychodon, c'est un grand mouvement de sensibilisation à la santé mentale parce qu'il y a une personne sur 4 dans le monde, soit 12 millions de Français, qui souffrent d'une maladie psychique, dépression, schizophrénie, bipolarité, burn-out, et que dans cette période où nous sommes tous fragiles, nous sommes tous concernés par le risque d'une maladie psychique. Et le psychodon a une mission, sensibiliser à la santé mentale pour faire cause, pour aider notre collecteur, la Fondation de France, à financer la recherche pour des tests de diagnostic précoce chez les jeunes ou de nouveaux médicaments, pour accompagner les malades et les familles sur les territoires et des actions de prévention auprès des jeunes qui sont les plus exposés parce que les troubles psychiques se révèlent entre 12 et 25 ans. Didier Meilran co-animera l'émission aux côtés d'Yannick Noah, qui est le parrain de cette 3e édition. Pendant la soirée, les artistes inviteront les téléspectateurs à faire des dons sur le site psychodon.org ou par SMS. Rendez-vous dès 21h15 sur C8. Le feuilleton Covid au cinéma continue. Oui, hier je vous parlais des films du studio Universal dont la sortie avait été repoussée. Le nouveau James Bond No Time to Die ne sortira finalement qu'en avril prochain et Fast and Furious 9 fin mai 2021. Et bien dans la foulée, un autre studio a adapté son calendrier. Il s'agit de Warner Bros. Première annonce, le décalage du très attendu Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet. Il devait sortir juste avant Noël, donc d'ici quelques mois. Il faudra désormais attendre jusqu'à octobre 2021 pour le découvrir. Sauf qu'en octobre 2021, il y avait un autre film de Warner qui devait débarquer dans les salles obscures, The Batman, dans lequel Robert Pattinson enfile le costume de l'homme chauve-souris. Finalement, The Batman ne verra le jour qu'en mars 2022, soit 6 mois plus tard que prévu. Et en avril 2022, c'est le 4e volet de la saga Matrix qui devait sortir. Mais le jeu de domino se poursuit, sauf que là, il va dans le sens inverse. Les spectateurs pourront découvrir Matrix 4 dès décembre 2021, soit 5 mois plus tôt que prévu. Et du côté des films de super-héros de Warner, The Flash passe de juin à octobre 2022 et Shazam 2 de novembre 2022 à juin 2023. Non, 2023, je peux pas, il y a PSGOM. On en parlait également hier, les exploitants de salles de cinéma font grise mine, Charles. Oui, faute de grosses sorties, le réseau Cineworld, je vous le disais hier, a annoncé la fermeture temporaire de toutes ces salles au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Heureusement pour les spectateurs américains, son rival Cinemark a confirmé hier qu'il n'avait pas l'intention de fermer, même si les horaires d'ouverture ont été restreints. Ah oui, oui, et pour éviter le Covid, certains candidats... où est-ce qu'on est ? On est là ? Non, je suis perdu. On n'allait pas là du tout, on allait parler Je de suis séries. perdu. Je voulais dire que le Covid-19 a fait une autre victime, cette fois du côté série. Pardonnez-moi, excusez-moi. À la surprise générale, Netflix a annoncé l'annulation de la série Glow, dont la 3e saison diffusée l'été dernier sera finalement la dernière. Alors c'est une vraie surprise parce que Netflix avait commandé une saison 4 à l'automne et que le tournage avait débuté en février. Il y a un épisode qui avait déjà été mis en boîte, le 2e était en cours de tournage au moment où le confinement est arrivé et il a forcé l'équipe à tout arrêter. Alors si vous ne le saviez pas, Glow, c'est une série qui s'intéresse à une équipe de catch féminin dont l'histoire va inspirer la création d'une série, donc c'est la série dans la série. Qui dit catch dit forcément proximité physique. Il aurait donc fallu mettre en place des mesures de sécurité et d'hygiène drastiques qui auraient eu un coût non négligeable. Cette 4e saison n'aurait pas pu être diffusée non plus avant 2022, c'était donc trop tard selon Netflix. Et cette fois j'y suis, on passe de la fiction à la politique. Pour éviter le Covid, les candidats à la vice-présidence américaine auront recours au plexiglas. Oui, le débat aura lieu demain soir, une semaine après l'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé puisque le président américain a été hospitalisé après avoir contracté le coronavirus. La date à laquelle Donald Trump a été testé positif n'est pas très claire et certains soupçonnent qu'il était déjà au courant de son diagnostic avant d'affronter Joe Biden. Cette fois donc pas de risque de contamination. Les démocrates et les républicains se sont mis d'accord sur une simple paroi en plexiglas après que d'autres options plus invasives avaient été discutées. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce choix était l'occasion d'une nouvelle passe d'armes côté républicain. La porte-parole de Pence s'est moquée de Kamala Harris. Je cite, si elle souhaite s'enfermer dans une forteresse en plastique, qu'elle se fasse plaisir. Côté démocrate, on a souligné que Mike Pence, qui est censé être en charge du groupe de travail sur la lutte contre le Covid-19, aurait dû être le premier à proposer ce type de protection. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.